Le problème qui nous intéresse va être le suivant. Donc, j'ai ici une interface entre un milieu 1 d'impédance Z1 et un milieu 2 d'impédance Z2. Une onde incidente arrive sur l'interface et génère donc une onde réfléchie et une onde transmise. Alors, nous allons considérer les amplitudes complexes de ces ondes avec une convention en exponentielle j oméga t. Nous allons également prendre une référence pour l'axe des x. Donc nous prenons un axe des x, x est la donnée l'espace, avec une origine, x égale 0 à l'interface, pour simplifier les calculs, on verra comment cela se produit par la suite. Donc si on regarde la pression incidente, cette pression incidente est égale à une amplitude complexe, facteur d'un exponentiel j oméga t qui va être partout, donc que je ne vais pas noter, multiplié par un exponentiel moins j k1x. Donc je suis dans le milieu 1, le nombre d'ondes k1 petit k1 est le nombre d'ondes dans le milieu 1, et donc le terme de propagation s'écrit sous la forme exponentielle moins jk1x, sachant que j'ai une convention en exponentielle j oméga t que je n'ai pas notée, on a bien une onde qui se propage vers les x positifs. Donc ça c'est pour l'onde incidente. Alors maintenant, quelle est l'amplitude de cette onde incidente? De toute façon, nous avons un problème qui est un problème linéaire. Donc cette amplitude d'onde incidente, on peut dire que nous avons le choix pour cette amplitude, en tout cas pour le moment, puisque l'onde réfléchie sera proportionnelle au coefficient d'amplitude que je vais mettre ici. Je vais donc choisir, par souci de simplicité, de prendre une amplitude qui va être une amplitude de 1 ici. De manière concrète, ça signifie que l'amplitude complexe de la pression à l'interface, c'est-à-dire quand x est égal à 0, vaut 1. Une fois que j'ai écrit ça, beaucoup de choses vont s'enchaîner. Alors la première chose va être l'écriture de la vitesse incidente. La vitesse incidente, on sait, dans le cadre des conventions qui nous intéressent, qu'elle est égale à 1 sur Z1, Z1 étant l'amplitude, l'impédance du milieu, fois exponentielle moins j k1x, donc écriture similaire. Maintenant, nous allons voir la pression réfléchie. La pression réfléchie, pour l'onde réfléchie, la pression réfléchie est égale à un coefficient qui est le coefficient de réflexion, coefficient qui est inconnu du problème, multiplié par exponentielle j k1x. Donc on voit entre l'onde incidente et l'onde réfléchie qu'il y a un signe opposé, l'onde réfléchie se propageant donc vers les x négatifs. La vitesse de l'onde réfléchie est quant à elle égale à moins 1 sur Z1 fois exponentielle de j k1x. Voici donc écrit, excusez-moi, c'est R sur Z1, puisqu'elle est bien proportionnelle, au coefficient de réflexion. Donc, nous avons écrit tout ce que nous avions à écrire pour le milieu 1. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se produit dans le milieu 2. Donc on n'a qu'une onde transmise, et la pression qui est la pression transmise est égale à T, T dans le coefficient de transmission, coefficient qui est une inconnue du problème, multiplié par une exponentielle de moins jk2 x. K2 étant le nombre d'ondes dans le milieu 2. La vitesse des ondes transmises est quant à elle égale à t sur z2 multiplié par exponentielle de moins j k2x. On a donc écrit les amplitudes et les vitesses, les amplitudes des pressions et vitesses des ondes incidentes, réfléchies et transmises en fonction des deux inconnus du problème qui sont R et T. Reste maintenant à trouver les valeurs, ou à exprimer les valeurs de R et T. Donc R et T, pour ça, nous avons donc deux inconnus, il faut donc trouver deux équations. Et les deux équations que nous allons trouver vont être la continuité
de la vitesse et la continuité de la pression en x égale 0. Donc, en x égale 0, la vitesse de l'onde incidente en x égale 0 plus la vitesse de l'onde réfléchie, donc ça c'est la vitesse totale de l'onde du côté du milieu 1, cette vitesse-là est égale à la vitesse des ondes transmises en x égale 0. Alors on peut voir, hein, j'ai bien noté dans le cadre de cette première équation les x égale 0 dans l'équation, et vous voyez que ces x égale 0 vont faire que les termes qui vont être les termes en exponentielle, ben vous avez une exponentielle de moins jk fois 0, et donc toutes ces exponentielles vont toutes automatiquement se retrouver être égales à 1. Donc ça c'est le bon avantage d'avoir choisi x égale 0, j'aurais pu prendre ici x égale 25. Ben, j'aurais eu un exponentiel moins jk1 25 qui n'aurait pas été très facile à utiliser, ou en tout cas qui aurait alourdi les équations. Ça n'aurait pas changé les valeurs de r et t, mais néanmoins ça aurait alourdi le calcul. Donc si j'écris cette équation qui est cette équation de vitesse, cette équation de vitesse va simplement s'écrire 1 moins r sur z1 est égal à t sur z2. Voilà donc la première équation, qui est l'équation sur la vitesse. L'équation sur la pression étant, elle, beaucoup plus simple, puisque la pression incidente, donc là je note plus en x égale 0, plus la pression réfléchie, est égale à la pression transmise, et cette équation me donne donc 1 plus R égale T. J'ai donc maintenant deux équations et deux inconnues. Je peux reporter T ici. Je peux reporter le T qui est ici dans cette équation-là. J'ai donc plus qu'une équation sur R, et on trouve que le coefficient de réflexion, grand R, est égal à Z2 moins Z1 sur Z1 plus Z2. Donc voilà donc la première expression, et comment obtenir le coefficient de réflexion de l'onde en fonction des deux amplitudes des milieux. Vous voyez en particulier que si les deux milieux ont la même impédance, alors il n'y a pas de réflexion à l'interface. En tout cas, le coefficient de réflexion est égal à 0. Pour trouver l'amplitude du coefficient de transmission, il suffit simplement d'utiliser cette équation-là, hein, qui nous dit que T est égal à 1 plus R, et donc nous avons Z1 plus Z2 plus Z2 moins Z1 sur Z1 plus Z2. Hein, vous voyez que cette partie-là correspond au 1 et l'autre correspond au coefficient de réflexion. Nous trouvons donc que le coefficient de transmission est égal à 2Z2 sur Z1 plus Z2. Voilà. Alors, voilà donc comment on peut obtenir ces deux expressions. Je finirai peut-être par rajouter une dernière expression pour venir compléter le tableau, qui est le calcul de l'impédance de surface en fonction le lien entre impédance de surface et coefficient de réflexion. Alors pour cela, je vais d'abord définir ce qu'on appelle l'impédance de surface. Donc on est toujours à une interface, hein, toujours en x égale 0, même convention. Donc on va remplacer le milieu 2 par un nombre qui caractérise la réaction de ce qui se passe à droite en fonction de... Je vais d'abord commencer par expliquer ce que c'est que l'impédance de surface. Donc on va considérer un problème similaire, sauf que dans le milieu 2, hein, donc j'ai toujours une interface, toujours en x égale 0, même convention temporelle exponentielle j oméga t, et donc on envoie une onde incidente, toujours pareil, hein, et un coefficient de réflexion. Donc ici j'ai une amplitude de 1, et là j'ai un coefficient de réflexion. Et au lieu de considérer un milieu 2, on va simplement considérer la réaction du milieu 2 à l'interface. Et donc pour ça, on définit une
grandeur qui s'appelle l'impédance de surface, ZS, qui est égale à l'expression de la pression, donc ici en x égale 0, sur la vitesse en x égale 0. Cette impédance de surface est donc caractéristique de ce qui se passe à droite, et l'idée est de savoir, dans le milieu incident, comment puis-je exprimer le coefficient de réflexion, puisque c'est la seule inconnue qui me reste, en fonction du ZS. Alors on peut montrer que l'expression du coefficient de réflexion est exactement la formule, là, qui est la formule encadrée en vert, dans lequel on vient remplacer le Z2 par un ZS. Bon, alors ça, on peut le montrer très rapidement, en écrivant que la pression en x égale 0 est égale à 1 plus r, que la vitesse en x égale 0 est égale à 1 moins r sur Z1, et donc on tire que ZS n'est rien d'autre que Z1 multiplié par 1 plus R sur 1 moins R. Donc, on a obtenu l'impédance de surface en fonction du coefficient de réflexion, qui n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est l'expression du coefficient de réflexion en fonction de ZS. Et donc, il suffit d'effectuer un produit en croix. ZS facteur de 1 moins R est égal à Z1 facteur de 1 plus R. Et donc, en mettant tous les R à droite, on obtient que ZS moins Z1 est égal à R facteur de Z1 plus ZS. Et donc on tire que R est égal à ZS moins Z1 sur Z1 plus ZS. Dit en d'autres termes, si on revient sur le problème précédent, l'impédance de surface d'un milieu semi-infini en incidence normale n'est rien d'autre que l'impédance caractéristique du milieu. Nous allons donc maintenant passer à une application numérique. Nous allons considérer un milieu Z1, un milieu 1 d'impédance Z1 égale 1 et un milieu 2 d'impédance Z2 égale I. Alors, ces impédances sont des impédances réduites. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les impédances réduites? C'est des impédances Z divisées par Z0. On voit que dans ces deux formules, si on divise les impédances par les impédances de l'air, la formule reste invariante, puisque je divise au numérateur et au dénominateur par la même quantité. Donc, ça permet d'avoir des calculs quand même un petit peu plus simples, sinon on est obligé de faire du calcul numérique. Alors, je vais donc calculer mon coefficient de réflexion, qui est égal à Z2 moins Z1 sur Z1 plus Z2. Alors, on a un coefficient de réflexion qui s'exprime comme une fraction de quoi? De deux nombres complexes, le numérateur Z2 moins Z1 et le dénominateur Z1 plus Z2. Il faut donc qu'on effectue de l'addition et de la division de nombres complexes, c'est-à-dire de la multiplication à l'envers, entre guillemets. Donc Z2 moins Z1 est égal à I moins 1, ou 1 moins I, si je voulais l'écrire directement sous forme partie réelle plus partie imaginaire, mais bon, tout ça est la même chose, divisé par 1 plus I. Alors, j'ai effectué mon addition, ma soustraction, rien de bien méchant, surtout quand on est en forme algébrique, et puis maintenant, il s'agit de faire la division. Alors la division, il y a plusieurs façons de faire. La première est de multiplier en haut et en bas par le complexe conjugué du dénominateur. Alors, le complexe conjugué du dénominateur est égal à 1 moins i, et donc je multiplie en haut et en bas de ma fraction par 1 moins i. L'avantage de l'utilisation du complexe conjugué va être que à mon dénominateur, je vais avoir un nombre multiplié par son complexe conjugué, donc ça, on sait que c'est le module du nombre complexe au carré. Il me reste donc qu'à effectuer le calcul. Donc, au numérateur, nous avons 1 moins i au carré, donc 1 moins i multiplié par i moins 1, donc c'est l'opposé d'un moins i au carré, c'est-à-dire 1
moins 2i plus i au carré, divisé par, au dénominateur, 1 plus i multiplié par 1 moins i, c'est-à-dire le module de 1 plus i au carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré divisé par 2. Et donc, on peut simplifier le calcul, puisque vous voyez que le coefficient de réflexion fait apparaître ici 1 moins plus i au carré, c'est-à-dire 1 moins 1. Ensuite, nous avons les moins par moins qui se simplifient, de telle sorte que mon coefficient de réflexion se retrouve égal à i. Alors, on avait une deuxième méthode pour calculer cette fraction, enfin ce rapport de nombres complexes, qui était de passer par la forme géométrique. Le coefficient de réflexion est donc égal à moins 1 plus i divisé par 1 plus i. On peut donc représenter ces deux nombres complexes à l'aide du cercle trigonométrique et regarder où ils se situent. Donc, le numérateur se situe en moins 1 plus i, c'est-à-dire ici. Ici, j'ai le point associé au numérateur, ou en tout cas le nombre complexe associé au numérateur, et puis ici le dénominateur. On peut voir sur cette construction géométrique l'écriture sous forme géométrique du numérateur et du dénominateur. On peut donc écrire de manière directe que mon dénominateur est donc égal à racine de 2 exponentielle de i 3pi sur 4 et que mon dénominateur est égal à racine de 2 exponentielle i sur 4. Alors, dans le cas présent, on a pu facilement écrire les nombres sous forme géométrique, mais vous voyez que quand il s'agit de multiplier ou de diviser des nombres complexes, cette forme-là est beaucoup plus simple, si on peut l'avoir de manière rapide et en particulier analytique, puisque il suffit au niveau des modules de diviser les modules. Bon, dans le cas où je divise racine de 2 par racine de 2, les choses se simplifient, et ensuite il suffit d'utiliser la propriété de l'exponentielle complexe, ou de faire la différence des arguments, de telle sorte que si je fais 3pi sur 4 moins pi sur 4, j'ai ei pi sur 2, et ça, c'est rien d'autre que i. Je retrouve donc bien le même résultat que ce que j'avais obtenu précédemment. Il faut bien voir que pour les manipulations de nombres complexes, addition, multiplication et autres, la forme algébrique est généralement plus adaptée aux additions et aux soustractions, et la forme géométrique plus adaptée aux multiplications et aux divisions. Même si, après, ça dépend des cas. Il y a des cas où l'une ou l'autre est adaptée. C'est à vous de choisir en fonction du cas qui vous est le plus facile. Il ne nous reste plus qu'à calculer le coefficient de transmission. Donc le coefficient de transmission est égal à Z2, 2Z2 sur Z1 plus Z2. On a donc 2i sur 1 plus i. On peut utiliser la notation géométrique comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire 2e puissance i pi sur 2 divisé par mon numérateur, et mon numérateur c'était racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Et donc vous voyez que mon coefficient de réflexion est égal à racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4. Donc là je l'ai exprimé sous forme géométrique. Pour l'exprimer sous forme arithmétique ou algébrique, il suffit donc de transformer l'exponentielle i pi sur 4 en partie réelle plus partie imaginaire, c'est-à-dire cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, les deux étant, le cosinus et le sinus étant égal à racine de 2 sur 2, on obtient donc que le coefficient de transmission est égal à 1 plus i. Voilà qui conclut cet exercice. Je vous remercie de votre attention.